أنا زرع البركة باقي شي بابو نيو تند الله يا بامو في مين ما سمو سنو سنو نجار بندلاي بنديبا سنو سنو نجار بندلاي بنديبا. Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'occasion de l'an 3 du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, nous recevons ce soir le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani, pour un entretien pour parler de quelques sujets de grande préoccupation pour nos populations. Monsieur le Président, bonsoir. Et merci une fois encore de vous prêter à cet exercice qui consiste à vous adresser à vos concitoyens dans un langage de vérité pour apporter des réponses aux questions de l'heure. Monsieur le Président, pour entamer cet entretien, cette première question, Monsieur le Président de la République, le 18 juin dernier, l'aéroport international Diori Hamani de Niamey a été attaqué pour la deuxième fois consécutive en l'espace de 6 mois par une horde de terroristes. À cela, il faut ajouter les attaques répétées et coordonnées dans la région de Tillabéri, notamment dans les localités de Kirtachi, Diagourou, Saï, Torodi et Walam. Qu'en est-il exactement et comment expliquer cette situation, Monsieur le Président? Bonjour et merci une fois de plus de l'opportunité de se retrouver et parler souvent des préoccupations des Nigériens. Justement, avant de répondre à votre question, j'aimerais une fois de plus féliciter le peuple résilient de la Confédération, le peuple résilient nigérien qui, depuis notre arrivée le 26 juillet 2023, n'a cessé de lutter pour sa dignité, lutter pour sa survie et lutter pour sa souveraineté. Cette lutte qui donne des résultats malgré l'adversité féroce et acharnée de certains pays occidentaux et des pays particulièrement européens. Également aux forces de défense et de sécurité qu'elles trouvent ici notre plus grande gratitude pour les sacrifices multiples et multiformes consentis. À tous nos martyrs, qu'ils soient civils ou militaires, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qui leur accorde sa rahma. À nos blessés, qui leur accorde un prompt rétablissement. Et je dirais au peuple nigérien affligé qu'ils reçoivent à travers nous le soutien permanent et indéfectible de la République. Vous avez posé une question relativement à l'attaque qui s'est passée le 18 passé à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Je veux dire le 18 juin. Il ne faut pas se limiter à la horde comme vous l'avez annoncé. Parce que le problème, ce n'est pas la horde des mercenaires que nous voyons. Le problème, c'est les sponsors, ou ce sont les sponsors de ces hordes de mercenaires qui endeuillent le Sahel à deux seins. C'est eux qu'il faut d'abord décrypter. Et c'est ce qui m'amène à vous demander toujours de ne pas vous arrêter
à la peinture superficielle, il faut gratter pour savoir qu'est-ce qui se cache en dessous. C'est ça l'analyse critique et c'est ça l'esprit d'analyse également. Pour un peu rappeler des faits ou des propos tenus, pour que ce que je veux dire et ce que je vais désigner ne tombe dans aucun doute. Je dirais aux Nigériens de se rappeler, quand nous étions arrivés le 26 juillet 2023, Emmanuel Macron, les gens vont dire ah, encore Emmanuel Macron, mais encore Emmanuel Macron et toujours Emmanuel Macron, et avec Emmanuel Macron, la France bien sûr. Il était en déplacement en outre-mer, précisément en Guadeloupe. C'est de la Guadeloupe qu'il a présidé un conseil de défense sur le Niger. Dans leur mentalité, le Niger était une colonie et le Niger est toujours une colonie française. Ils ont décidé pour la France et contre le Niger que nous avons une semaine. Je dis bien nous avons une semaine pour rétablir Bazoum. Au cas contraire, la foudre va s'abattre sur nous. Mais nous avons vu de quel côté la foudre s'est abattue. Non satisfaits, ils ont actionné la marionnette CEDEAO qui déjà le 30 juillet, donc à peine 4 jours après notre intervention, avait également, et dans le même sillage, intimé l'ordre de rétablir l'ordre constitutionnel. Quel ordre constitutionnel a-t-il ou y a-t-il dans une colonie, puisque le Niger était une colonie jusqu'au 26 juillet 2023. N'en déplaise, nous avons gardé notre choix parce que c'est un choix responsable et assumé. Et ce n'est pas à une CEDEAO soumise et inféodée à la France de nous dicter les choix pour notre souveraineté. La même période, en août 2023, vous vous rappelez du fameux Sylvain Ité, ambassadeur auprès de Bazoum, pas auprès de la République du Niger, qui avait ouvertement défié les autorités nigériennes. Nous étions surpris de son attitude parce que nous avons été naïfs. Parce que pour lui, le Niger était la continuité de la France. Donc il n'y a rien d'exceptionnel qu'il ne reconnaisse les changements que nous avons opérés et qu'il applique la ligne de conduite que Emmanuel Macron et sa suite lui ont dictée. Toujours 2023, en août, il y a eu plusieurs débats en France. Je veux ce rappel et je le fais parce que le rappel sauve. Et ceux qui ont tendance à s'assoupir se réveilleront. Il y a un certain Vincent Kourouzé, un agent de renseignement, parce qu'il disait que c'est un ex-agent, mais en termes de service, il n'y a pas d'ex. Ils sont actifs jusqu'à la mort. Est intervenu ouvertement sur une télé française pour dire que
compte tenu du fait que leurs troupes sont en train de se désengager du Niger, c'est l'occasion pour organiser et conduire des opérations de déstabilisation subversive contre le Niger. Mais il n'y a pas que Vincent Crouzet. Rappelez-vous du fameux général qui avait dit que dans un mois, dans 2 ans, dans 10 ans, ils seront obligés de traverser la Méditerranée par les armes, avec les armes, et ensemble avec les autres pays de l'Union européenne ou des autres pays de l'Europe, parce qu'il y a des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne et qui sont actifs dans ces manœuvres de déstabilisation. Donc, ils seront obligés de traverser la Méditerranée de façon armée pour défendre leurs intérêts. Le mot armée a tout son sens. Ce n'est pas diplomatiquement qu'ils vont venir. Et quand on dit de façon armée traverser la Méditerranée pour rétablir des privilèges perdus, ça nous rappelle, et il faut qu'on ait de la mémoire, la colonisation. La colonisation s'est faite en 2 phases. Une première phase avec ce qu'ils ont appelé des explorateurs, mais ce ne sont en termes militaires que des éclaireurs. Et la deuxième phase qui a consisté à l'utilisation de la force pour massacrer des Africains. Parce que la colonisation n'a pas concerné que le Niger ou le pays du Sahel. Les Européens ont envahi nos États africains, ont massacré nos populations et ont pillé allègrement pendant des siècles. Donc c'est à ça que ce général faisait allusion. Un autre homme politique, également français bien sûr, vous vous rappelez de Thierry Le Breton, avait ouvertement dit, et je le cite, je dis bien je le cite, je l'ai cité une fois ici, mais on ne citera jamais assez pour que ceux qui continuent à somnoler se réveillent. Donc je le cite, c'est la stupidité d'un certain Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux des Africains. Si les colonies africaines de la France nous échappent, j'ai dit si les colonies, je n'ai pas dit les anciennes colonies, si les colonies de la France échappent, l'immigration va changer de direction. Leurs enfants, leurs petits-enfants vont chercher leur subsistance en Afrique. Le Mali, le Niger et le Burkina seront considérés comme un exemple pour l'Afrique. Et l'Europe unie doit combattre cette vision. Un de ces 3 putschistes doit tomber. Les autres vont se raviser. L'Afrique n'a pas d'histoire. L'Afrique ne peut diriger le monde. Fin de citation. Je prends ce temps parce que rien que cette citation est suffisante pour tout esprit doté de sagesse,
de dignité et d'indépendance pour comprendre que le combat ne fait que commencer, que le combat sera long, sera difficile, sera pénible. Mais c'est un combat entre ceux qui défendent leur dignité, ceux qui défendent leur statut tout simplement d'être humain, être humain sacré, être humain ayant des droits, et ça, quelle que soit la race. Je le dis et je le répète, parce que nous constatons avec regret qu'il y a certains compatriotes, certains Africains qui ont malheureusement perdu cet esprit de dignité, cet esprit d'indépendance, cet esprit de souveraineté. Donc c'est un combat pour la dignité, pour la souveraineté, pour l'indépendance, pour l'être humain tout court, contre l'autre volonté, celle de soumettre, de coloniser, qui est une volonté conduite, sous-tendue par la cupidité sans égale et qu'on ne retrouverait nulle part ailleurs qu'en Occident. Que les gens comprennent que ce combat sera long et difficile. Ce combat n'est pas que le combat de Assimi Goïta, de Ibrahim Traoré ou de Tiani. C'est un combat de l'espèce africaine. Ce n'est pas seulement un combat des peuples du Sahel. C'est un combat de race que nous menons pour la survie de notre race. Je l'ai dit et je le répète, cette citation a plein de sens. Mais on ne s'arrête pas à ça. On cite les hommes politiques français ou d'autres hommes politiques français, notamment Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Allez-y voir ses déclarations lorsqu'il intervenait devant le Sénat français le 9 avril, je crois, et le 20 mai. Vous comprendrez ce que vous devez comprendre. Écoutez Emmanuel Macron lors de ses multiples sorties, dont la plus récente, pas la dernière, l'avant-dernière, qui s'est déroulée au Forum. Je n'aimerais pas répéter parce que je ne suis pas un perroquet, qui s'est tenu au Kenya, à Nairobi plus précisément, où il s'est levé pour encore rappeler à l'ordre les Africains comme ils ont toujours fait et comme ils pensent être en devoir de faire parce qu'ils sont en face des êtres inférieurs dont le statut et le rang n'a aucune importance. Mais comme l'a dit un Nigérien, effectivement, ils sont en droit de le faire parce que c'est les Africains et les responsables africains qui ont permis que ce comportement, que cette attitude de condescendance perdure et perdure face aux Africains. Emmanuel Macron, la dernière intervention, avait tout simplement rappelé que nous n'avons pas d'autre choix que d'être les esclaves des salons comme nous l'avons toujours été. Mais Emmanuel Macron se rappelle
Lui-même, sa présence accidentelle en France ne date pas de plus de 50 ans. Au moment où nous étions en France, il y a des milliers d'années. Nous sommes des êtres humains, même s'ils pensent que l'ingratitude n'est pas transmissible à l'homme. Nous sommes des êtres humains. Avant l'accident climatique qui a conduit à l'apparition de la deuxième race, allez-y lire Cheikh Anta Diop ou écouter Cheikh Anta Diop pour vous en convaincre. Les politiques ne sont pas les seuls. J'avais parlé du général Lecointre, pour ne pas le citer. Mais je parlerai d'autres généraux encore plus récents. Il s'agit du général Thierry Bourcard, qui était le chef d'état-major des armées françaises, auquel a succédé le général Fabien Mendon, ou bien le général Pascal Yanni, ou bien les responsables des renseignements français, notamment Émier, qui a été remplacé par Lerner, excusez-moi si je n'ai pas bien prononcé son nom, qui est actuellement le chef des renseignements français, la DGSE. Écoutez leurs interventions, écoutez leurs propos, vous comprendrez ce que j'avais dit au départ et que j'ai jugé nécessaire de faire tout ce rappel pour que, quand je vais dire la horde de ceux qui sont venus pour la deuxième fois à l'aéroport sont des mercenaires à la solde de la France, mais de façon plus générale à la solde de l'Union européenne ou de l'Europe ou de l'Occident plus généralement. Et ça également, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Écoutez le sénateur belge, je me rappelle, le DG RTN a passé un élément, Marc Botenga, écoutez-le, vous comprendrez ce que l'Europe a cotisé en termes de milliards d'euros pour équiper ceux qui pullulent, leurs mercenaires qui pullulent au Sahel pour nous faire la guerre. Même les plus naïfs comprendront que quand on mobilise 12 000 hommes sur des motos pour chercher à envahir le Mali, ce n'est pas l'œuvre de vendeurs de vaches volées, de vendeurs de poules volées ou de vendeurs de coqs volés, ou bien de quelques prélèvements de zakat pour financer 12 000 hommes à moto et d'autres à bord des pick-up. On l'a vu et le monde est témoin de cet état de fait. Mais le monde ne bouge pas. Nous, nous allons bouger parce qu'il va de notre survie. Donc ceux qui sont venus à l'aéroport sont des marionnettes. C'est comme quelqu'un qui vous indique le soleil et que vous concentrez votre regard sur son doigt. Croire que ceux qui sont venus à l'aéroport sont des terroristes qui combattent pour une cause, c'est être extrêmement naïf
et ne rien comprendre à ce que je viens de citer. L'aéroport a été attaqué une deuxième fois. L'aéroport sera attaqué parce que c'est de la survie de la France qu'il s'agit. Et la France va utiliser tous les moyens, comme Emmanuel Macron l'a dit, et je le cite, qu'il ne quittera pas le pouvoir la queue entre les jambes avant de partir. Il va régler les comptes aux putschistes du Niger prioritairement, ensuite ceux du Sahel, c'est-à-dire Assimi Goïta et Ibrahim Traoré. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la France qui a financé. Nous avons des éléments de preuve et je vous le dirai. L'assaut contre l'aéroport la nuit du 28 au 29 janvier d'abord. Ensuite, celui du 18 juin, toujours de la même année 2026. C'était une attaque, la dernière, au cours de laquelle ils ont reçu l'ordre de brûler intégralement l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, de tirer sur tous les passagers qui seraient présents à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Ils sont venus essentiellement de la rive droite, donc du Gourma. À la différence du conglomérat de l'attaque du 28 au 29, qui avait regroupé des mercenaires du JINIM, de l'EIGS, de l'Akurawa et autres ex- ou anciens militaires, l'attaque du 18 juin 2026 était conduite par des mercenaires issus spécialement des rangs du JINIM, ce qu'ils appellent Nusra. Et c'est les Français qui les ont regroupés, qui les ont entraînés et qui ont donné des consignes claires, comme je l'ai dit, de détruire intégralement et totalement l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Après leur formation, ils ont commencé leur mouvement, pour certains le vendredi 13, pour d'autres le samedi et pour certains le dimanche. L'attaque a été planifiée pour être conduite sur 3 sites simultanément. Le premier site, c'est l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Le deuxième site, c'est le palais de la présidence et toutes les annexes. Et le troisième site qui devait être attaqué est Tondibia, le centre d'instruction et l'école de formation des officiers. Pour cela, ils ont été dotés par les renseignements français en moyens de communication. Chaque combattant avait reçu 2 types de téléphones. Il y a une marque qu'ils appellent Techno, pour ceux qui sont amateurs ou professionnels dans le domaine. Techno 30, Spark 30. Et il y a une autre marque, IT 5606. Les spécialistes de la communication, ils sauront de quelle marque je parle. Ils avaient reçu l'ordre de mener cette attaque sur ces 3 positions, l'ordre de détruire. Mais nous ne sommes pas aussi, comme on le dit en langue, Kangwalasa.
nous avons cessé d'être Kanwallasa qu'ils ont connu parce que nous avons pris notre destin en main. Eux, sur leur planification, mais nous avons aussi notre planification. Face à ce choix stratégique que nous suivons, bien sûr, que je ne vous dirai pas pour des raisons tout simplement stratégiques, nous avons conçu, comme toujours, et comme on sait bien le faire, une riposte. Riposte qui nous a permis d'interpeller déjà le commando qui était censé conduire l'attaque du palais et du centre d'instruction de Tondibia. Nous les avons interpellés le 16 et le 17 juin. Donc, avant l'attaque. 1 ou 2 jours avant l'attaque. L'autre commando dont on va retrouver le repère à 1 km à l'est de l'aéroport international Diori Hamani, nous connaissons la composition exacte de ce commando-là et nous connaissons ceux qui ont survécu à l'attaque du fait qu'ils ne soient pas neutralisés ou arrêtés, mais tout simplement parce que c'était les plus intelligents qui donnaient les ordres à partir de certaines résidences à la périphérie de Niamey et qui ont eu le temps de fuir quand ils ont découvert que l'attaque a échoué. Bien sûr, aux grandes dames de leurs sponsors français, dont on a vu toute la déception. Donc l'attaque du 18 juin a été conduite par des mercenaires à la solde de la France. Et cette attaque visait des objectifs et c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut toujours poser des questions pour comprendre les enjeux. La première raison qui a conduit à cette attaque, vous vous rappelez, nous avons chassé au moins 4000 militaires occidentaux de notre aéroport, de la base aérienne de Niamey, particulièrement. Pour ce faire, la France voulait par tous les moyens montrer que tant qu'ils seront chez nous, nous serons en sécurité. Mais tant qu'ils ne seront pas chez nous, nous serons là également en insécurité permanente. Mais nous savons ce semblant d'insécurité ou cette insécurité permanente, justement, a pour but de montrer aux Africains que le Seigneur français, le Dieu français, est le seul capable de les protéger. Le deuxième objectif à travers cette attaque, c'est de donner une forme à leur guerre informationnelle qu'ils avaient développée à travers, vous vous rappelez, la cellule Sahel de l'Élysée, qu'ils avaient conçue et mise en place en août 2024. Et je l'ai rappelé parce que c'était un certain Jean-Marie qui était le responsable de cette cellule Sahel de l'Élysée et qui avait cette composante de guerre informationnelle où il disait qu'il allait doter l'Élysée et le Quai d'Orsay d'une force de frappe informationnelle. Donc il fallait montrer à travers cette guerre informationnelle que les pays du Sahel particulièrement qui font aujourd'hui
l'objet ou qui sont l'objet de tous les tirs groupés de la France pour montrer l'incapacité des Africains à s'auto-conduire, à s'auto-déterminer. Une autre raison, vous savez que le Niger est un pays continental. Le Niger n'a pas de port. Donc, l'aéroport international Diori Hamani de Niamey est un point stratégique qui relie le Niger au reste du monde. Parce que les voies ou les couloirs qui conduisent nos convois vers les ports sont soit systématiquement visés, là également c'est à dessein, ou fermés. Et là également, nous savons les raisons qui nous ont conduits à prendre ces décisions-là, ou à maintenir, acter les décisions et à tirer profit également en tant qu'être humain des avantages que ces actes irréfléchis posés nous ont donnés. Pour ceux qui savent lire à travers les lignes sauront de quoi je parle. Donc l'attaque du 18 juin n'est pas une surprise et ne doit pas être une surprise pour les Nigériens. Cette attaque du 18 juin n'est pas la dernière parce que nous suivons déjà l'objectif n'étant pas atteint. Les renseignements français sont actuellement à pied d'œuvre pour tenter une troisième attaque. Je le dis ici et je le répète, nous les avons à l'œil. Et pour ça, pour réussir cette attaque, la France d'Emmanuel Macron, qui nous qualifie toujours de putschistes, alors que s'il y a un putschiste au monde aujourd'hui, il n'y a pas plus qu'Emmanuel Macron. Il m'arrive. Il arrive à Assimi Goïta, il arrive à Ibrahim Traoré de signer des ordonnances. Mais nous signons également des décrets. Parce que nous sommes des chefs d'État et des présidents de nos pays. Emmanuel Macron, depuis qu'il est là, qui ne se souvient pas de l'article 49.3, il a toujours signé des ordonnances par 49.3. Même le budget d'avant-hier a été voté par 49.3. Donc où est le putschiste? Posez-vous la question et donnez-vous la réponse. Donc cette même France ne va jamais abandonner. Ils n'ont jamais abandonné au Vietnam. Ils ont été contraints d'abandonner par le courage, le sacrifice des Vietnamiens. Ça sera la même chose en Afrique et au Sahel, dont je suis sûr. Ils seront contraints d'abandonner parce que nous avons fait un choix de nous sacrifier pour nos États, pour nos pays, un choix de nous sacrifier pour notre confédération et un choix irréversible qui va au-delà de nos personnes. C'est un choix de tout un peuple. Et aucune puissance ne saura venir à bout d'un peuple déterminé, d'un peuple prêt à se battre pour sa dignité. Donc, que le Nigérien ne se laisse pas traumatiser par le tapage médiatique qui a pour objet de montrer notre incapacité à nous autodéterminer, notre incapacité à nous comporter en homme digne et souverain, notre incapacité à diriger nos États, notre incapacité à sécuriser nos États. Nous savons d'où vient la menace, nous savons quels sont les sponsors de la menace et nous savons que ceux que nous confrontons, que nous tuons malheureusement, sont des frères africains parce qu'ils ne sont pas tous de l'espace du Sahel. Il y a d'autres qui viennent des horizons lointains
Mais l'un de l'autre, c'est des Africains que nous tuons. Et c'est entre Africains, malheureusement, nous nous entretuons au plaisir des puissances coloniales et néocoloniales, malheureusement, et je le regrette. Donc, de façon synthétique, même si je n'ai pas été synthétique, je dirais que l'attaque de l'aéroport international de Diorou Hamani a été conduite, comme je l'ai dit d'ailleurs lors de la première attaque, par Emmanuel Macron, qui est le défenseur des intérêts de l'Europe, une Europe qui s'est alignée systématiquement derrière lui et qui mobilise des milliards pour acquérir du matériel adapté au Sahel et conduire la destruction des peuples sahéliens, tout simplement pour préserver leurs intérêts. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez-y, encore écoutez une fois de plus l'intervention le 12 passé du sénateur belge, l'un des derniers lucides en Europe, et qui avait dit qu'il découvre, après l'intervention de Gomar, que les milliards qu'il cotise pour payer un armement et de l'équipement militaire adapté au Sahel, alors qu'on leur dit que c'est pour conduire une guerre contre la Russie, ils découvrent à travers l'intervention de Gomar la destination de ces milliards qu'ils sont contraints de prélever sur leurs frais d'hôpitaux, ce n'est pas moi qui le dis, sur leurs impôts et sur leurs fonds de l'éducation. Allez-y encore, écoutez, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, comprenez ce qu'il y a à comprendre. Le reste, c'est des commentaires et nous ne sommes pas pour les commentaires. Voilà la réponse que je porterai à votre question, de savoir qu'est-ce qui se passe. Ce qui s'est passé va se passer. Parce que c'est notre choix qui gêne. C'est notre esprit d'indépendance qui gêne, qui perturbe, qui conduit à ces attaques que vous observez au Niger, au Mali et au Burkina. D'accord. Monsieur le Président, si vous le permettez, parce que vous avez aussi bien expliqué les raisons de ces deux attaques au niveau de l'aéroport international de Niamey. Vous avez souligné que le Niger, faute de déboucher avec la mer, l'aéroport est stratégique. Alors, la question qui revient régulièrement au sein de l'opinion publique, après toutes ces attaques, est-ce qu'aujourd'hui il y a une stratégie pour contrer ces attaques? Parce que les deux attaques, les gens se sont posés des questions sur cette stratégie militaire, que ce soit au Niger, au Burkina ou au Mali, parce que ces attaques sont courantes et répétées. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une stratégie militaire par rapport à ça? Mais s'il n'y a pas de stratégie, vous ne serez pas là en train de me poser la question. S'il n'y a pas de stratégie, les Nigériens qui se posent cette question-là ne seraient pas là à se poser cette question. Ils n'auront même pas le temps de se poser ces questions, parce qu'ils seraient des esclaves soumis à la France. C'est ça la vérité. Donc, poser cette question, c'est faire preuve d'ingratitude face aux forces de défense et de sécurité qui se sacrifient chaque jour. Je viens de le dire, apparemment vous ne m'écoutez pas. Ce n'est pas à ceux qui portent les armes que nous avons affaire. C'est face à l'Occident que nous combattons et que nous sommes debout. C'est face à l'Occident qui cumule toutes les richesses, qui fabrique toutes ces armes, qui développe toutes ces stratégies de colonisation, de néocolonisation que nous nous battons. Donc, que les Africains, ou plus particulièrement des Nigériens, se posent des questions, c'est parce que justement, il y a cette stratégie qui leur permet de respirer et de poser les questions. Mais les attaques, la France, de mars 2013 au 24 novembre 2024, a enregistré plus de 100 attaques terroristes. S'il y a un champion, une capitale en attaque terroriste,
c'est bien Paris. Ayez de la mémoire. La France, particulièrement Paris, en moins d'un mois, Paris a connu plus de 15 attaques terroristes. J'ai dit en un mois, oui. Paris a connu plus de 15 attaques terroristes. Rappelez-vous, ayez de la mémoire. La marche républicaine, où certains chefs d'État ont fait le déplacement pour soutenir Paris, la France, la grande France. C'est de là que nous sommes sortis, c'est de cet esprit-là que nous sommes sortis. Ça s'est passé à Paris, ça ne s'est pas passé à Niamey. Tout à fait. Le 13 novembre 2015, quand la ville de Paris a connu en une nuit 7 attaques terroristes. En une nuit. Rappelez-vous, le président français était au stade. Il a été exfiltré. La même nuit, ils ont attaqué Bataclan. Il y a eu 91 tués sur place. Après, le bilan est remonté à 135 morts. En 30 minutes, Bataclan. Rappelez-vous la boutade du président américain, Donald Trump, quand il avait dit, bon, je ne vais pas le répéter en anglais, mais c'est en anglais qu'il avait dit, et eux, aux États-Unis, ils ne sont pas comme la France, où on met boum et on dit next, boum, on dit next. La maire de Paris, elle a porté plainte contre Donald Trump. Bon, ça c'est pour se faire voir. C'est ça. Donc, rappelez-vous, c'est des faits. Nous ne sommes pas dans l'imaginaire. Nous ne sommes pas dans l'invention. Nous sommes dans la réalité. Nous ne sommes pas dans le virtuel. Donc, s'il y a une capitale qui a connu autant d'attaques, c'est bien Paris. Et Paris, ce n'est pas la capitale du Niger, ce n'est pas la capitale du Mali, ce n'est pas la capitale du Burkina Faso, c'est la capitale de la France. C'est pour vous dire, aucun pays n'est à l'abri des attaques terroristes. Surtout, nous qui faisons face à une guerre de néocolonisation. Ce n'est pas une guerre contre les terroristes, non. C'est ce qu'on veut vous faire croire. Mais quand je dis que c'est toute l'Union européenne, c'est toute l'Europe, c'est tout l'Occident qui cotise, qui participe à la levée des fonds pour mener ces guerres-là au Niger, au Mali et au Burkina, vous croyez que je le dis pour juste la volonté de médire? Non. C'est des faits. Rappelez-vous, il n'y a pas 3 semaines, ces mêmes terroristes dont vous parlez, que nous appelons des mercenaires, avaient pris la tête de Assimi Goïta, la tête de généraux Indao et Diallo et l'autre Lassina au Mali. Mais d'où leur vient l'argent? Nous le savons. L'argent leur vient à travers un dépôt qui a été fait en Côte d'Ivoire le 28 au 29 janvier. C'est un cargo qui transportait des fonds, qui a fait un atterrissage forcé dans un pays de l'Afrique de l'Ouest que je ne citerai pas, et qui transportait des dizaines de milliards. On connaît le montant exact. Quand ce pays, sur l'aéroport duquel le cargo a fait l'atterrissage forcé, a cherché à savoir qu'est-ce qu'il transportait, ils ont dit non, il n'y a rien. Ils ont dit bon, vous convenez avec nous comme il n'y a rien, nous allons fouiller le cargo. Et c'est là où ils ont dit non, ils ne peuvent pas leur permettre de fouiller le cargo. Ils ont dit, ce n'est pas votre autorisation qu'on demande, on va fouiller le cargo. Et c'est là où, maintenant, ils ont reconnu que c'est des fonds qu'ils transportaient. Et ces fonds qu'ils transportaient là avaient pour destination un pays qu'ils ont voulu incriminer. Bon,
les autorités du pays où l'avion a fait cet atterrissage forcé ont dit, bon, vous ne verrez aucun inconvénient, donc on appelle le pays destinataire pour lui demander si il reconnaît effectivement un convoyage de fonds. Le pays contacté a dit non, lui, il n'attend aucun franc de la BCEAO. Ouais. Maintenant, c'est là où ils ont changé de pays pour dire, bon, on va en Côte d'Ivoire. Et c'est Abidjan notre destination. Donc, il faut écouter, il faut vous renseigner pour ne pas vous limiter à la peinture qui couvre. Il faut gratter pour savoir ce qui se cache en dessous de cette peinture-là. Et c'est ça le drame. Nos gens aiment trop se limiter au superficiel. Nous voyons ceux qui nous attaquent ou qui attaquent la Confédération. C'est parce qu'ils sont superficiels. Pour tout être humain qui a encore un reste de dignité, un reste d'humain, il ne peut nous condamner. Il ne peut condamner notre démarche. Donc, que les Nigériens se posent des questions, je suis surpris. Parce que ça fait la énième intervention que je fais. Je me dis qu'ils ont eu suffisamment d'éléments d'appréciation et pour que, comme c'est des êtres humains, qu'ils utilisent cette faculté que Allah subhanahu wa ta'ala a placée dans leur tête pour analyser les événements et réfléchir surtout. D'accord. Donc, justement, les attaques vont se répéter. Il n'y a que notre détermination, notre volonté à contraindre les Français et les Européens à changer de regard vis-à-vis des Africains qui pourra mettre fin à ces attaques-là, comme d'autres peuples l'ont réussi en Asie, à côté de nous, en Algérie. Vous croyez que les Algériens se sont couchés pour attendre la clémence des Français? Les Algériens se sont battus. Mais je suis surpris que les gens pensent que la liberté s'obtient en se couchant sur le lit. Ouais. La liberté, c'est des sacrifices. Et des sacrifices sans limite. La souveraineté, c'est des sacrifices. Et c'est des sacrifices sans limite. Et ce sont ces sacrifices-là que nous sommes prêts à consentir pour réfléchir en homme libre, nous promener en homme libre, échanger avec toute autre civilisation en homme libre. Nous sommes le départ. C'est ce que beaucoup ignorent. Rien que le Niger a plus de 10 000 ans d'organisation sociale. Tizilawan, c'est dans le Ténéré aujourd'hui. 10 000 ans. Des archéologues ont découvert des villages qui pratiquaient l'agriculture au moment où le Ténéré était humide. Donc, nous sommes au départ, avant même que d'autres races n'apparaissent sur Terre, notre race vivait, était organisée. Le premier roi du monde, près de 4000 ans avant Jésus-Christ, c'est en Afrique, c'est pas en France. Le premier roi français, vous savez, c'est en quelle année? 466. Après Jésus-Christ, c'est pas avant. Oui. 466. Et il avait quel âge? Il avait 15 ans. Clovis Ier, le roi des Francs, Salien, 15 ans. C'est lui à 20 ans qui va coloniser par les armes toutes les petites principautés françaises pour former le premier royaume français. Il était âgé de 15 ans. Il est né en 466. Et
le royaume qu'il a constitué, lui-même Clovis Ier a régné de 481 à 511 après Jésus-Christ. Nous, on vous parle de 4000 ans avant Jésus-Christ que l'Afrique avait le premier roi. Il ne faut pas que les gens soient complexés. Lisez, instruisez-vous. Vous n'aurez de complexe face à qui que ce soit. Nous n'aurons de complexe face à qui que ce soit. C'est le choix que nous avons fait. Parce que nous avons connaissance de notre passé. Un passé glorieux. Et ce n'est pas de tout venant, des pieds nus qui vont changer cette donne. C'est une vérité historique. On a tout fait pour la maquiller. Mais la vérité ne se maquille pas. Comme on le dit, le mensonge a beau courir, la vérité finira par le rattraper. Le mensonge a beau courir, la vérité historique finira par le rattraper. Donc, que les Nigériens ne se posent pas des questions face à la multiplication des attaques, plutôt que les Nigériens et les peuples de la Confédération se posent des bonnes questions. Pourquoi la multiplication de ces attaques et que devons-nous faire pour mettre fin à la multiplicité de ces attaques, comme l'ont fait certains avant nous, notamment les Vietnamiens, notamment nos frères algériens en 1962. Monsieur le Président, on va changer de registre. Monsieur le Président, la visite du nouveau président élu du Bénin a suscité un réel espoir chez nos concitoyens pour l'ouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger, qui était fermée depuis bientôt 3 ans. Un comité mixte a été récemment mis en place pour faire une proposition tendant à la réouverture de cette frontière. Ce comité, qui a eu un délai de 2 semaines pour travailler, a effectivement déposé les conclusions de ses travaux. Comment évolue ce dossier? Qu'en est-il aujourd'hui de la réouverture de cette frontière? Merci. Vous parlez de la réouverture de la frontière. Quand j'intervenais lors de ma réponse à la première question que vous avez posée, j'avais dit que ce n'est pas nous qui avions fermé cette frontière. Mais nous avons réfléchi du fait qu'on soit quand même des êtres humains, dotés de bon sens, au moins qu'on ne puisse pas nous le refuser, que nous soyons dotés de bon sens, d'un esprit d'indépendance et d'un esprit critique, que nous tirions les conséquences de ce qui a été posé comme acte ayant conduit à la fermeture unilatérale de la frontière entre un même peuple. De l'autre côté, Malanville, de ce côté, Gaïa. Vous vous rappelez que suite à la fameuse rencontre de la CEDEAO le 30 juillet, il a été décidé, et je le rappelais ici, de fermer toutes les frontières de la CEDEAO avec le Niger. Bien sûr, il pouvait fermer certaines frontières, mais vouloir fermer la frontière entre le Burkina et le Niger ne serait que pure utopie, même si les deux pays font partie de la CEDEAO. Vouloir fermer la frontière entre le Mali et le Niger ne serait que pure utopie, même si les deux pays font également partie de la CEDEAO. Et d'autres pays dont les autorités ont fait preuve de sagesse et que je me tairai de citer. Sinon, ce serait même faire signe ou, je ne sais, sens d'ingratitude. Parce que je n'ai pas besoin de les citer. Tous les Nigériens les connaissent.
Donc cette fermeture de frontières sous l'injonction de la CEDEAO nous a permis de tirer des leçons et de nous dire que les États africains doivent se convaincre une fois pour toutes que la France, l'Europe ne feront jamais leur bonheur. Eux, quand ils se battent entre eux, ils ont la lucidité de faire la part entre le politique et l'économique. Ils se battent, des milliers de morts, mais ils préservent toujours les intérêts économiques communs. Prenez un exemple qui a cours actuellement, où l'Ukraine, qui est la prolongation de toute l'Europe et de l'Occident de façon générale, fait la guerre par procuration à la Russie. Par contre, malgré ces milliers de morts, les intérêts économiques sont préservés. La France envoie discrètement ces résidus d'uranium, puisque l'uranium à bon marché ou gratuit n'est plus disponible. Ils envoient en Russie pour retraiter. Or, s'il y a un champion pour maintenir cette guerre, même si nous savons pourquoi il le fait, c'est Emmanuel Macron, et qui est le chef d'État français. Qui est le chef d'État français? C'est Emmanuel Macron. Justement, oui. Et qui est le plus acharné pour maintenir cette guerre vivace contre la Russie? C'est Emmanuel Macron. Donc allez-y comprendre quelque chose. On avait découvert, si vous vous rappelez, un bateau qui avait fait escale en Allemagne, chargé d'uranium enrichi en provenance de la Russie et en partance vers un pays de l'Europe ou de l'Occident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils sont intelligents pour dissocier la politique de l'économique et que nous, nos chefs d'État de la CEDEAO, en marionnettes achevées, en marionnettes finies, ne peuvent pas faire la différence entre le domaine politique et le domaine économique, épargner leur peuple des souffrances inutiles. Mais il faut réfléchir, il faut poser des questions et poser des bonnes questions. Donc pour nous, l'ouverture de la frontière en tant que telle n'est pas l'acte fondamental. Qu'est-ce qu'il faut poser comme jalon pour que cette frontière, une fois ouverte, soit une frontière des peuples et non une frontière d'un individu? C'est ça la différence. Parce que quand la frontière appartient au peuple, un individu marionnette ne peut pas s'élever pour dire fermer. Le peuple va s'opposer à cette fermeture-là. Et ce sont ces dispositions que nous voulons prendre pour qu'à l'avenir, que ce soit un président nigérien ou un président béninois, ne puisse s'élever pour dire fermez-moi cette frontière. Parce que quand il le dira, il va trouver en face de lui tout le dandy mobilisé pour s'opposer à la fermeture de cette frontière. Et c'est pour ce faire que nous avons mis un comité qui a réfléchi, qui nous a fait des propositions en respectant le canevas. Et c'est pourquoi nous avons accueilli avec, je dirais, conscience d'énormes défis auxquels le nouveau président béninois fera face. Son Excellence Ouadani. C'est pourquoi nous l'avons accueilli au Niger pour montrer que
le lien entre les peuples est au-dessus du lien entre les chefs d'État. Et c'est pourquoi nous faisons tout pour que, une fois que cette frontière sera ouverte, aucun individu, si puissant croit-il être, ne puisse la fermer selon ses humeurs. Et vous convenez avec moi, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, il y a des traces, il y a des plaies qu'il va falloir penser et correctement soigner avant de prendre la décision irréversible de l'ouverture de la frontière. Les deux parties ont fait preuve de disponibilité, d'engagement, mais il y a des préalables. Et ces préalables, c'est au président béninois Ouadani et à moi-même qu'il revient de leur donner une signification, une réponse pour que la frontière soit définitivement et de façon irréversible ouverte. D'accord. Donc pour l'heure, Monsieur le Président, il n'y a pas une date précise pour l'ouverture de cette frontière? Je vous ai dit qu'il y a des préalables. D'accord. Tout ce que nous faisons, nous le faisons après mûre réflexion, en nous assurant que les intérêts du Niger seront préservés, comme les intérêts du Bénin ne seront pas méconnus, en nous assurant que notre frontière commune ne sera plus soumise à des états d'âme d'individus ou des états d'humeur ou des sauts d'humeur d'individus, que ce soit la propriété d'un même peuple frère depuis des milliers d'années. Voilà la réponse que je vais donner à cette question et j'espère que les Nigériens comprendront ce que je vais dire ou ce que je viens de dire, de même que les Béninois. Nous comprenons bien sûr le souhait de part et d'autre de voir immédiatement ouverte la frontière, mais je le dis et je le répète, c'est pour ça que nous œuvrons et nous profitons pour féliciter son Excellence le Président Ouadani qui a fait ce premier pas historique, puisque vous le savez, contrairement au prédécesseur qui s'est distingué par sa volonté de détruire le Niger tout simplement. Donc, ne remuons pas le couteau dans la plaie, consolidons ce que les deux comités ont réussi et faisons en sorte que cette ouverture soit irrévocable. Monsieur le Président, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a aujourd'hui 3 ans. Le Niger, depuis cette date, est résolument engagé dans un processus de refondation du pays. Qu'en est-il exactement des chantiers de cette refondation? Qu'est-ce qui a fondamentalement marché durant ces 3 années et qu'est-ce qui reste à faire? Mais tout a fondamentalement marché. Qu'est-ce qui n'a pas fondamentalement marché? Pour un peuple à qui on a donné 2 semaines, et là, vous êtes en train de me poser des questions sur 3 ans. 3 ans de combat. 3 ans de lutte. Mais même dire 3 ans, je peux comprendre 3 ans de combat, 3 ans de lutte. Mais dire 3 ans, c'est exagéré. C'est oublier. Et c'est ce que nous voulons que les Nigériens ne fassent pas. L'oubli. L'oubli, il tétanise l'esprit créateur. L'oubli, il tétanise la dignité humaine. L'oubli, il tétanise la volonté de s'affranchir. Rappelez-vous, je l'ai dit, le 26 juillet, quand nous étions arrivés 2023,
Mais la CEDEAO nous a mis sous embargo pendant près d'1 an. Rien ne rentrait au Niger si ce n'est la sagesse, cette fois-ci je le citerai, du président du Conseil togolais, Faure Essozuma Gnassingbé et Adema. Parce que c'est lui qui a été sage pour dire que l'embargo ne doit pas être la première étape. L'embargo, les sanctions doivent être l'étape ultime quand toutes les autres solutions ou possibilités de solutions auraient ou auront échoué. C'est le seul qui a eu cette sagesse. En dehors de lui, dites-moi un seul président ouest-africain qui ne répondait pas au garde à vous, aux ordres de Macron, avant même la reconduction de l'embargo contre le Niger. C'était Emmanuel Macron à partir de la Belgique qui avait dit que l'embargo contre le Niger ne sera pas levé. Et effectivement, on l'a constaté. Quand ils s'étaient réunis pour le folklore, les chefs d'État africains, l'embargo a été maintenu. Donc nous savons d'où venait l'embargo. Ce n'est pas de la CEDEAO. Le fait de poser toujours ces questions sans tenir compte des progrès énormes que nous avons réussi en vase clos, mais c'est fouler aux pieds les sacrifices des Nigériens. Ce que nous avons réussi, c'est d'abord de garder ce pays-là debout, malgré les oiseaux de mauvaise augure qui disaient que nous ne tiendrons pas 2 semaines. Du 26 juillet 2023 à aujourd'hui, nous sommes à 3 ans. 3 ans que nous respirons, 3 ans que nous nous défendons, 3 ans que nous choisissons nos lignes politiques, 3 ans que nous choisissons nos partenaires et 3 ans que nous choisissons ce qui peut être utile au peuple nigérien. Rien que ça, c'est un progrès qu'on ne saurait apprécier. Rappelez-vous, c'est ce même Niger où ces mêmes individus posent ces mêmes questions que vous venez de répéter. Depuis que nous avons croisé le malheureux chemin de la France en 1800, c'est ce même Niger qui a souffert l'humiliation, qui a souffert le martyre, qui a souffert le pillage de toutes ses ressources. C'est ce même Niger que vous demandez aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait depuis le 26 juillet 2023. C'est ce même Niger, rien que si vous prenez 2022, je ne parlerai même pas du pillage systématique de notre uranium et autres ressources. C'est ce même Niger où les Français, pour avoir cassé un rétroviseur d'un camion porte-char à Terra, ont tiré à vue sur des Nigériens. Qui s'est levé pour dire non? Personne. Pourtant, c'est ce même Niger d'aujourd'hui. Aujourd'hui, un Français va oser venir tirer sur un Nigérien et s'en sortir. Et vous me dites qu'il n'y a aucun progrès, aucun changement. C'est le même Niger, à la sortie de Aïrou. Un vieux s'est fait écraser par un camion d'un convoi français. Le convoi ne s'est pas arrêté. Il a continué sur Niamey.
Le convoi venait de Tabrebre. C'est un Nigérien qui a été écrasé. Même si c'est une chèvre, le convoi devait s'arrêter pour demander le propriétaire de la chèvre et envisager le dédommagement. C'est un humain qui a été écrasé, un vieux âgé de plus de 70 ans. Le convoi ne s'était pas arrêté. C'est ce même Niger, pourtant, qui n'est plus le même depuis le 26 juillet 2023. C'est ce même Niger où, je l'ai dit, il y a plus de 5000 militaires des forces étrangères sur notre territoire. On vous cache les chiffres, on vous cache les données. Il y avait plus de 5000, dirais-je, militaires français et autres sur notre territoire. C'est ce même Niger. Pourquoi les gens ne se sont pas posé la question? Et c'est à ce même Niger qui a pris son destin en main depuis le 26 juillet 2023 qu'on pose des questions de qu'est-ce que nous avions fait, qu'est-ce que nous avons réussi. Non. Une fois de plus, au risque de me répéter, poser ce genre de questions, c'est fouler aux pieds le sacrifice. Non pas seulement des forces de défense et de sécurité, mais des Nigériens dans leur ensemble. Nous le voyons tous les jours. Les populations qu'on massacre dans les mosquées ou dans les villages ou dans les champs. Mais c'est des Nigériens qui n'ont demandé à la France rien du tout. Qui se sont levés, non seulement pour assurer leur subsistance sans devoir tendre la main à qui que ce soit. Ce sont ces Nigériens-là qui ont fait le choix de leur culte qu'on massacre. Et aujourd'hui, c'est nos forces de défense et de sécurité qui ont l'initiative de notre sécurité et de notre défense du territoire national. Ce n'est pas les Français et qui sont là et qui ont su convaincre même des Nigériens, même des responsables nigériens, que sans eux, le Niger sera envahi par la horde. Et malheureusement, dès qu'un chef d'État de l'Afrique tente de s'affranchir, on crée les conditions de le détruire. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas pu nous détruire. Aucune lutte de libération ne peut se faire sans perte, sans sacrifice. Bien sûr. Je viens de vous rappeler le cas récent de l'Algérie. Vous savez combien de millions les Français ont massacré en Algérie? Et vous me parlez de ce que nous avons fait depuis le 26 juillet. Ce que nous avons fait depuis le 26 juillet a été suffisamment abordé par les différents ministres qui se sont succédés, chacun dans son domaine, dans son secteur. Mais je citerai seulement 2 à 3 grandes réalisations. La première réalisation, c'est celle-là qui a consisté à nous prendre en charge, à prendre notre destinée en charge dans le domaine de la défense, à nous convaincre que la défense du territoire national est de notre responsabilité et nous ne nous attendions pas que la France le fasse à notre place. Les Français ont fait 13 ans au Niger. Citez-moi le nom d'un seul militaire français mort au Niger, pour le Niger. Un seul. Je vois Emmanuel Macron qui fait le fanfaron pour dire qu'on n'a pas eu un peu de compassion pour les 58 morts. Mais les 58 morts dont il parle, même au Mali, ils ne sont pas morts au combat. Emmanuel Macron n'a qu'à sortir pour dire aux Français, les 13 morts, les 13 prétendument morts au Mali, dans le crash ou la collision de 2 hélicoptères, ils sont morts exactement où?
Parce que le Niger était au Mali, dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies. Mais les Nigériens étaient parmi les troupes qui ont organisé cette mission de recherche. Ça s'est passé dans le secteur de Indiliman. Indiliman, c'est entre Menaka et Gao. Les Nigériens étaient basés à Menaka. Une collision qui s'est passée avec 2 hélicoptères armés, avec des militaires armés à bord, avec les explosifs. 3 heures du matin, aucun habitant n'a entendu la moindre détonation. Les Nigériens ont fait 1 semaine de recherche avec une mission des Français. Justement, sachant que ce qu'ils ont fait, c'est un montage, ils n'ont pas permis aux Nigériens d'être sur le même site qu'eux. À qui on a montré les carcasses. Oui. Donc, il faut que les gens réfléchissent. Emmanuel Macron peut faire son fanfaron pour dire que nous avons une dette. Nous savons que nous n'avons aucune dette. Ils ont le résultat de leur turpitude et ils payeront, Inch'Allah, le résultat de leur turpitude. Comme l'a dit Malcolm X, les poules finiront toujours par revenir au poulailler. Et nous regretterons pour les Français le jour où les poules vont revenir au poulailler. Donc, dans le domaine de la défense, c'est ce que nous avons réussi. Nous ne devons être coupables de quoi que ce soit. Aucun Français n'est mort pour le Niger et nous ne souhaitions jamais qu'un Français meure pour le Niger. Parce que la mort d'un Français pour le Niger révèle notre incapacité. Mais nous savons que nous sommes capables de mourir pour notre pays comme tous les peuples ont été capables de mourir pour leur patrie. Nous ne sommes pas comme les Français. Nous connaissons l'histoire. La France, la Deuxième Guerre mondiale, 18 jours, il a fallu à l'Allemagne pour soumettre la France. 18 jours, du 10 mai au 28 mai, une seule colonne de blindés à travers les Ardennes. Les Allemands étaient à Paris. 18 jours. Nous, ça fait 3 ans que nous luttons contre l'Occident. Et nous sommes debout et nous resterons debout, Inch'Allah. Donc, c'est ce que nous avons réussi, à être debout. Mais pas debout pour figurant. Non, debout en homme digne, en homme responsable et un homme indépendant qui décide pour lui-même, par lui-même. C'est ça que nous avons réussi dans le domaine de la défense et de la sécurité. Dans le domaine de l'énergie, depuis notre arrivée, nous avons fait face, vous vous rappelez, à la coupure de la seule ligne du Nigeria. Pourtant, c'est une ligne qui avait une histoire. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais nous avons réussi, en 2 ans, à installer 118 mégas. Vous connaissez notre capacité globale, c'est 420 mégas. Les besoins du Niger, 420 mégas. Nous avons réussi à installer 118 mégas. Un quart de notre capacité en 65 ans d'indépendance. Oui. Nous avons payé pour 100 autres mégas où tout est financé et qui seront installés, ce qui portera le coût de nos réalisations installées et à installer, parce que le financement est acquis, 218 mégas. La moitié de ce que le pays a fait en 65 ans d'indépendance. Et cela, ce n'est rien. On peut nous convaincre que ce n'est rien en 2 ans réalisé
50% de ce qu'un pays a réalisé à travers les différents responsables, les différents régimes qui se sont succédés en 65 ans. Et tout ça, ce n'est rien. Mieux, avec Salk Damne qui est en bonne voie, c'est 600 mégas qui seront réalisés à travers un premier test pilote ou une première phase pilote. Parce que notre objectif à terme, c'est 5200 mégas. Beaucoup de Nigériens ont crié que ce n'est pas possible. Il n'y a rien qui soit impossible. Et pour nous, rien n'est impossible. Et pour le peuple nigérien, depuis le 26 juillet 2023, rien n'est impossible et rien ne sera impossible, Inch'Allah. Dans le domaine de l'agriculture, l'embargo qu'on nous a imposé, le sac de riz de 25 kilos qui se vendait à 10 000, en une semaine, sans raison, a bondi à 19 000. À Niamey, c'était 16-17 000. À l'intérieur du pays, c'était parti jusqu'à 22 000 francs CFA. Un pays comme le Niger, détenteur de la plus grande réserve en eau douce du sous-sol, la plus grande réserve en eau douce du monde. Un pays avec 1 267 000 km². Même le désert qu'on vous dit que non, c'est un désert aride. Mais le désert apparaît aride. Mais les réserves d'eau qu'il y a sous ce désert en apparence aride permettent de reverdir ce désert-là et de faire de la production. Et nous le voyons, ce n'est pas une chimère. Le riz de Tlemcen est sorti sur le marché. Nous avons décidé que plus jamais l'embargo ne sera synonyme de la famine au Niger. L'embargo ne sera synonyme de la surenchère au Niger. Nous allons produire pour nous-mêmes et par nous-mêmes. Et c'est ce que nous avons montré et démontré à travers la grande irrigation. À la date où je vous parle, hier j'ai vu l'équipe de la RTN qui faisait les tours des marchés. À Gaïa, le sac de maïs est à 13 500. J'ai dit bien 13 500. Depuis combien de décennies qu'on n'a pas connu de sac de maïs à 13 500 sur le marché? Le riz, 8 000 sur le marché, j'ai vu. 8 000. C'est dans les marchés, ce n'est pas dans des cases où on va dire non, c'est des montages, c'est les marchés, les foires, si vous voulez, pour ceux qui ne comprennent pas le mot marché. Dans les foires, c'est ouvert et c'est les paysans qui viennent échanger leurs produits. 8 000, 9 000, 10 000, le riz de 25 kilos. Même le riz de la qualité supérieure, ça ne dépasse pas 12 000. Et c'est au Niger, ce n'est pas ailleurs. Pourtant, on a cru que ce n'était pas possible. Mais le 26 juillet 2023 a montré que c'est possible. Il suffit que les Nigériens décident, ils peuvent. Et c'est ce qu'on a démontré. Rien que ces 3 exemples suffisent. Pour le reste, je ne reviendrai pas là-dessus. Parce qu'il y a des choses où, quand on voit un être humain censé être raisonnable, rationnel, pragmatique, poser des questions ou douter, on doit se poser des questions plus tôt. D'accord. Donc c'est ça que nous avons réussi en 3 ans, entre autres. Pour le reste, les gens n'ont qu'à se référer
aux interventions que vous-même vous avez supervisées avec Abari et Yero, c'est pas caché. Oui. Justement, sur ces entretiens... C'était pas caché, j'espère. C'est pas caché. C'était ouvert. Très ouvert. Au public et au peuple nigérien. Absolument. Un mot peut-être, puisque vous avez suivi tous ces entretiens, on peut peut-être recueillir un peu votre sentiment sur ces différents entretiens qu'on a eu pendant plus de 2 mois, Monsieur le Président. Ce n'est pas mon sentiment qui importe. C'est le sentiment des Nigériens. C'est l'appréciation des Nigériens. C'est la première fois qu'un gouvernement sorte pour dire voilà ce que nous avons prévu de faire, voilà ce que nous avons fait, réussi, et voilà ce que nous allons réussir parce que nous l'avons planifié pour qu'il en soit ainsi. Et pour qu'il soit ainsi au profit du peuple nigérien. Donc, c'est au peuple nigérien d'apprécier. Et je vous ai rappelé l'équipe de la RTN qui fait les tours des marchés ou des foires, pour ceux qui ne comprendront rien au mot marché. Cette équipe pose des questions directement aux citoyens. Bien sûr, on ne peut pas dire que la vie est rose au Niger. Il y a des défis. Et nous sommes conscients. Il y a des défis, mais notre marche est sur la bonne voie. Nous marchons sur la bonne voie. Malgré les oiseaux de mauvaise augure, malgré la férocité acharnée d'Emmanuel Macron et de sa suite européenne contre le Niger. Parce que ce n'est pas contre ma personne seulement. C'est à l'ensemble du peuple nigérien qu'ils sont en train de causer des torts. Mais qu'ils sachent que rien, nous avons appris, rien ne sera impuni. Nous rendrons coup pour coup, Inch'Allah. Monsieur le Président, la saison des pluies est effective sur l'ensemble du pays. Quels sont vos espoirs pour cette campagne agricole en cours et quel sera votre message en direction de nos vaillantes populations? Je suis avec intérêt l'évolution de la campagne. Mais au-delà de l'évolution de la campagne, je vous ai dit ce que nous avons initié pour ne plus être dépendant de la campagne ou ne dépendre qu'uniquement que de la campagne hivernale. Nous comptons environ 15 000 villages agricoles. Sur les 15 000 villages agricoles, aujourd'hui, à la date où je parle, 95% ont sémé. Certains ont fini le sarclage même, le premier sarclage, et ils sont au deuxième sarclage. Les spéculations sont à plusieurs niveaux. Vous avez vu toujours à travers les images de cette équipe de la RTN, où des zones où le mil est à l'étape de l'épiaison ou grenaison. Ce qui veut dire dans 2-3 semaines tout au plus, dans ces zones-là, le nouveau mil va sortir et va inonder le marché. Une raison de plus pour encourager ceux qui gardent le mil pour attendre le mauvais jour de sortir leur mil de l'année passée avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le nouveau mil va sortir, Inch'Allah, dans 2 à 3 semaines. Celui qui garde ses réserves comme son champion, certains Nigériens malveillants, pour accumuler des richesses, il n'aura ses yeux comme Emmanuel Macron pour pleurer. Donc, cette campagne avance normalement. Toutes les spéculations évoluent. Nous avons connu une période d'interruption de 10 jours, mais Dieu merci, la pluie est revenue et de plus belle. Et nous pensons avoir une très bonne récolte, Inch'Allah. Mais nous ne nous limitons plus à la récolte. Nous avons décidé
de mettre un accent sur la culture irriguée, que ce soit le riz, le maïs, le blé ou toute autre spéculation. Nous avons décidé d'aménager au moins sur le programme de 5 ans 21 000 hectares. Nous avons réussi, Dieu merci, à réaliser rien qu'au bout de 2 ans d'énormes résultats qui se voient sur le marché en termes de réhabilitation et en termes d'aménagement. Et tout ceci, c'est pour venir en complément à la production hivernale. Donc pour faire court, la campagne évolue bien. 95% des 15 000 villages agricoles ont sémé. Les spéculations évoluent bien, très bien. Et comme je l'ai dit, dans 2-3 semaines, le nouveau mil, dans certaines régions, notamment Falmaï et vers Gaïa, le nouveau mil va sortir. Et on le verra sur le marché, Inch'Allah. Monsieur le Président, avant-dernière question de cet entretien. La Confédération AES a célébré ses 2 ans le 6 juillet dernier. Quel bilan peut-on dresser de la marche de cette confédération et quelles sont les perspectives à venir? Vous dites qu'elle a fêté son quatrième anniversaire? 2 ans, le 6 juillet dernier. Deuxième anniversaire et comment? Deuxième anniversaire dans les défis, dans les tentatives multiples de nous détruire, de nous déstabiliser. Et je n'ai pas besoin de répondre à cette question. Nous étions du 22 au 23 décembre 2025 à Bamako. Tout le monde a suivi. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être à Bamako, ils ont vu les réalisations de la Confédération. Et ça, c'est en 2 ans. 2 ans de défis, 2 ans de déstabilisation acharnée. 2 ans de guerre. Parce que c'est souvent ça que les gens ne comprennent pas. Nous sommes en guerre. Et face à une puissance qui est l'Europe, conduite par Emmanuel Macron. C'est ça qu'il faut retenir. Définitivement retenir. Et c'est malgré tout ça que nous avons réussi dans les domaines des 3D, défense, diplomatie, développement, à réaliser ce que nous avons réalisé. La force unifiée, ce n'est pas une chimère. 5 000 hommes. Donc, l'état-major est à Niamey. Dites-moi où se trouve l'état-major de la CEDEAO. Ouais. Quand nous avons créé cette première phase, puisque je dis cette première phase, parce que la dernière rencontre des ministres de la Défense de nos 3 pays, nous avions décidé de porter cette force-là à 18 000 hommes. Mais ça ne veut pas dire que les 18 000 hommes sont présents, c'est une planification. Oui. Dans les années à venir, nous voulons atteindre 18 000 hommes parce que nous avons conscience de l'acharnement de l'Europe conduite par Emmanuel Macron, leur volonté manifeste et manifestée de nous ramener dans les rangs. Donc nous avons une force unifiée avec un état-major opérationnel qui avait eu, en dehors de l'opération conduite le 25 avril, lorsque le Mali avait été attaqué par 12 000 hommes équipés par l'Union européenne ou par l'Europe, avec leurs marionnettes ukrainiennes, nous avons conduit des opérations. Mais nous sommes des spécialistes de la défense. Nous sommes des spécialistes
du secret. Il ne faut pas que les gens s'attendent à ce qu'on sorte pour dire, bon, nous avons planifié, nous allons faire mouvement sur Gao, nous allons faire mouvement sur Sévaré, nous allons faire mouvement sur Kidal. Non, ça, ce n'est pas de la communication. Nous sommes dans la réalité, nous ne sommes pas dans le virtuel. Nous avons réussi cette force unifiée qui est présentement à 5000 hommes. 5000 hommes dont les pays contributeurs sont le Niger, le Mali et le Burkina. Ça, c'est quelque chose que nous avons réussi. Même si la CEDEAO a voulu répliquer en annonçant 30 000 hommes, ensuite ils sont revenus, ils ont dit, bon, on va faire 2000 hommes. Ensuite, ils sont revenus, ils ont dit, bon, maintenant, chacun va désigner 200 hommes, mais ils seront chez lui. Bon. La comparaison est nette, j'espère, pour tout esprit lucide. Nous avons créé la Banque confédérale dans le domaine du développement économique, la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. C'est une réalité. Réussi en 2 ans, malgré la guerre. Et les fonds de cette banque-là proviennent, dans un premier temps, de la participation qui est connue de chaque État. Ça, c'est le domaine des finances. Je laisserai le ministre des Finances vous faire les détails. Nous avons réussi dans le domaine de la diplomatie à parler d'une même voix. Face à des puissances qui riaient sous cap quand nous nous présentions comme confédération, aujourd'hui, ils ont cessé de rire sous cap parce qu'ils savent que la confédération est une réalité. Et ça, c'est un combat diplomatique qui a été conduit par nos 3 États pour aboutir à ce résultat. Aucun pays de la Confédération ne sera pris de côté pour l'opposer aux 2 autres. Que le peuple de la Confédération se rassure. Un peuple, un espace, un destin est porté par chacun des 3 chefs d'État de la Confédération. De la même façon que c'est une conviction pour moi, c'est une conviction pour son Excellence Assimi Goïta, c'est une conviction pour son Excellence Ibrahim Traoré. Et nous voulons que le peuple soit convaincu de cet état de fait. La guerre informationnelle ne va jamais rater la moindre occasion pour nous diviser. Mais qu'ils se détrompent. La Confédération qu'ils ont connue ou le Sahel qu'ils ont connu n'est plus le Sahel d'aujourd'hui, n'est plus le Sahel de la Confédération. Et que par rapport à ça, notre détermination est sans limite. Donc dans le domaine diplomatique, nous parlons d'une voix, nous réalisons des grands programmes et nous réalisons des grands projets dans le domaine diplomatique pour défendre nos intérêts sur la scène internationale. Sinon, comment comprendre que l'Union européenne soit l'invité d'honneur de premier rang à une rencontre de l'Union africaine, alors qu'il y a des peuples africains qui ont fait l'histoire de l'Afrique, qui sont mis à l'écart. Tout simplement parce que le financement vient de l'Occident. C'est ce que nous devons arrêter. Finançons nos projets et nos programmes par nous-mêmes et nous serons réellement libres
et nous pouvons dire que nous sommes africains et que nous pouvons nous regrouper dans des structures comme l'Union africaine, comme la CEDEAO. Sinon, ce n'est que baliverne et poudre aux yeux. Mais nous avons cessé de nous mettre la poudre aux yeux et de raconter des balivernes. Donc, voilà ce que la Confédération a réussi en quelques phrases. Ça également, ça a été dit par les différents ministres qui se sont succédés lors des multiples entretiens que vous avez eus dans le cadre de la reddition des comptes du gouvernement. Un peuple, un espace, un destin. Pour finir cet entretien, sur quoi voulez-vous bien conclure? Pour finir cet entretien, j'aimerais conclure en invitant toujours les Nigériens à maintenir et à faire ce que nous avons su bien faire et qui nous a permis de tenir 3 ans au moment où on nous prédisait 2 semaines. Prions pour notre pays, pour notre espace. Travaillons pour notre pays, pour notre espace. Les défis ne sont pas imaginaires, ils sont réels. Le Mali a fait l'objet d'une attaque sauvage le 25 avril. Cette attaque-là a été conduite avec la complicité des pays africains voisins au Mali. Et c'est ça que nous devons combattre. Ils ont attaqué le Mali par 3 axes. Un axe qui est sorti du nord Bénin, passé dans notre Gourma et le Burkina, 3 colonnes pour faire jonction et aller attaquer soit Gao, soit Sévaré. Un autre axe est sorti de la Côte d'Ivoire. Il y a une forêt où les Ukrainiens qui viennent former ces mercenaires-là atterrissent en Côte d'Ivoire avec des visas pour visiter la Côte d'Ivoire qu'ils obtiennent à partir d'un pays qui est non loin de l'Ukraine, voisin à l'Ukraine, que je tairai le nom, avec comme destination la Côte d'Ivoire. Il y a une forêt qui s'appelle le Yelli. C'est là-bas que tous ces terroristes-là sont formés en Côte d'Ivoire. C'est le 2e axe. Et le 3e axe est venu de la Mauritanie. C'est ce que j'ai dit. Et vous vérifiez sur toutes ces positions-là que je viens de citer, dans tous ces pays-là, s'il n'y a pas de forces françaises qui sont à l'œuvre. Les services français sont dans ces pays que j'ai cités et c'est ces services français, peut-être à l'insu ou au-dessus de ces autorités qui organisent ces actions contre nos pays. Le 25 avril 2026, les 7-8 attaques simultanées qui se sont produites au Mali viennent de ces 3 axes. Les Français vont vous dire qu'ils ont quitté la Côte d'Ivoire. Mais c'est une chimère, je l'ai dit. Au 43e Bima, même le 30 mars passé, 30 mars 2026, là, ils ont formé des gens sur l'utilisation des drones. Les drones kamikazes, les drones que vous voyez utilisés sur nos positions. Donc c'est ce que j'aimerais dire au peuple de la Confédération. Les défis sont énormes. L'adversité est animale, irrationnelle.
Emmanuel Macron est devenu fou. Il faut que les Africains comprennent. La France n'est l'ami de personne. De Gaulle l'a dit, la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts. Toi, un petit Africain, tu vas croire le contraire parce que tu es l'ami des Français. Il faut que les gens soient rationnels, qu'ils soient lucides. Avant d'attaquer le Mali, il y a un centre d'instruction à côté de Benjerville, à Kakoro. Les gens n'ont qu'à aller voir le registre du 15 avril au 22 avril. Le matériel qui est sorti de ce centre d'instruction, ils viendront nous donner la réponse. Qu'est-ce qu'on a fait croire aux soldats ivoiriens? Que le Burkina va les attaquer. On les a mis en alerte. Ouais. C'était juste pour couvrir une manœuvre. Et c'est ce qui me convainc que les autorités ivoiriennes sont au courant de tout ce qui s'est tramé contre le Mali, contre le Niger, contre le Burkina. Ouais. Mais nous avons d'autres preuves de réunions et de budgets en millions de dollars. Au moment opportun, nous allons, si l'occasion nous est offerte, les confronter avec ceux qui disent que ce que nous disons n'est que baliverne. Nous faisons face à une adversité et à un acharnement de l'Europe qui soutient de façon consciente Emmanuel Macron, puisque l'Europe voit ce qui se passe et ce qui est derrière tout ça, c'est la France. Mais comme les intérêts sont convergents et que de toutes les façons, c'est des peuples africains qui seront massacrés, ça ne leur dit rien. Pour eux, c'est juste perte et profit. Mais nous avons dit que c'est fini et c'est fini. C'est ce que je dirais aux Nigériens et de façon plus large au peuple de la Confédération. Le combat que nous menons, c'est un combat de longue haleine. L'adversité à laquelle nous faisons face ne va pas s'estomper de si tôt ou par juste une prise de conscience de quelqu'un qui n'a pas de conscience. Il faut que nous soyons convaincus de ça pour ne plus nous laisser manipuler. Parce que malheureusement, c'est ça. Tous ces mercenaires qu'ils manipulent, c'est de la pure manipulation. Ils leur font croire qu'ils font du djihad. Mais à qui on va apprendre le djihad? Au Niger ou bien à la France? Au Niger, 99% musulmans. Ouais. La France, 2 à 3% musulmans. À qui on doit faire le djihad? Fils billahi. Où est-ce qu'on doit faire le djihad? Là où il y a 2 ou 3% de musulmans, ou bien où il y a 99% de musulmans. Le Niger, c'est 1400 ans d'islam. 6e califat. Partez en France, portez le hijab parce que vous êtes musulman. On verra bien où est-ce que vous allez partir. Même dans votre chambre, si vous portez le hijab, vous serez arrêté. Au Niger, où est-ce qu'on ne rentre pas avec hijab? Donc, c'est de la diversion. S'il y a bien quelqu'un qui mérite le djihad, ce n'est pas le Niger, ce n'est pas le Burkina, ce n'est pas le Mali. Donc, que cette histoire de djihad s'arrête. Le djihad, le dernier djihad a été conduit par le prophète, paix et salut sur lui. Mais depuis lors, quel djihad encore? Et particulièrement, quand on connaît la moralité de ceux qui sont censés exécuter ce djihad, qui volent, qui violent, qui pillent, qui tuent, qui brûlent. C'est ça le djihad? Non, il faut arrêter.
Il faut arrêter. Vous défendez les intérêts de l'Europe et particulièrement de la France d'Emmanuel Macron, l'homme du règne à l'article 49.3, et vous défendez que ses intérêts. Le reste n'est que chimère. Vous ne faites pas du djihad. Je vis pour l'attaque de l'aéroport, ils disent à leurs combattants, citez les noms d'Allah, même si vous êtes mort, vous allez partir au paradis. Et vous ne sentirez pas la souffrance. Mais ils vont souffrir plus que la souffrance, ces gens-là. Et leur itinéraire les conduit direct au Jahannama. Ce n'est pas au paradis Firdaus. Donc, il faut que les gens se réveillent. Ceux qu'on manipule, réfléchissez. Sachez que la France est en train de vous manipuler pour ses intérêts. Elle a perdu l'uranium gratuit au Niger, elle a perdu l'or gratuit au Burkina, elle a perdu l'or du Mali, elle a perdu le lithium du Mali. Elle a perdu la soumission. Et elle a perdu le privilège de nous humilier sans qu'on puisse dire non. Comme ils l'ont fait avec Voulé Chanoine, où ils sont rentrés justement par le Mali. Et ça fait longtemps qu'on partage les souffrances avec le Mali. La Bezenga, ils étaient là-bas le 25 décembre 1898. Ensuite, ils sont rentrés à Sorbonne Hausa, à Sansanin Hausa d'abord, le 3 janvier 1899. Et ils ont... C'est là-bas qu'on a surnommé Sara. Ça veut dire battre à mort, Voulé Chanoine. Depuis Sansanin Hausa, il a pris en otage 1100 Nigériens, 800 porteurs et 300 femmes esclaves sexuelles. 300. Ça, c'est encore leur chiffre. Et depuis lors, il n'a fait que massacrer des Nigériens jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par des tirailleurs qui ont eu un éclair de lucidité et de patriotisme à Dankori. 4 km de Dankori. Entre Dankori et Issawan. C'est là-bas qu'il a été arrêté. Et là même, ce n'est pas à cause des Nigériens qu'il a massacré. Tout le parcours, plus de 1300 km, il n'a fait que massacrer des Nigériens. C'est quand il a tué le colonel Klob qui était parti le relever, le 15 juillet 1899. C'est en ce temps que les tirailleurs, avec certains officiers français, ont abattu d'abord Julien Chanoine le 16, ensuite Voulé Chanoine le 17. Et c'est en ce temps que la France a senti que c'est un drame. Et c'est ce qu'on nous faisait écrire dans les dictées, le drame de Dankori. Et c'est avec ça que les gens pensent que ce que nous avons dans nos manuels, c'est notre histoire. Ce n'est pas notre histoire. C'est l'histoire des Français. Et c'est de ça que nous avons décidé de sortir. Donc, continuons les prières, continuons les invocations, travaillons de façon acharnée, consentons d'autres sacrifices parce que nous n'avons pas d'autre choix. Si nous voulons rester un homme libre, il n'y a pas d'autre voie. C'est la seule voie, celle de la victoire. Et, Inch'Allah, cette victoire-là, nous verrons le bout du tunnel. Inch'Allah. C'est les mots que j'ai. Et je souhaite bonne année, bonne campagne agricole et joyeux anniversaire de l'an 3 du CNSP. Du Niger. Du Niger. Du Niger, d'accord. Merci, merci, Monsieur le Président, vraiment pour cet entretien et merci aussi pour ce langage de vérité et cette franchise à pareille occasion. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de notre entretien avec le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani, qui vient de nous entretenir sur les grands sujets de l'heure et qui intéressent nos concitoyens. Le chef de l'État a réitéré toute sa détermination à apporter des réponses aux grandes préoccupations des populations. Excellente soirée à tous. Au revoir.
ni jana ka zar albarka